Bonjour, je suis Thomas Laure-Blanchet. Salut, moi c'est Sylvain Georges. Bonjour, je suis Jérôme Gallo et vous êtes là avec nous pour vivre la 4e étape du podcast de la bande plein les oreilles. Les garçons, bonjour. Salut Jérôme. Salut Jérôme, tu sais que Jérôme, je tiens à te dire quand même quelque chose, tu nous avais manqué. Bah oui, on se voit qu'une fois par mois, c'est un rendez-vous et on a manqué peut-être à certains de nos auditeurs et auditrices. Assurément. Surtout aux auditeurs. Moi j'aime bien les jambes rasées, je vous ai dit. Tu l'as dit. Alors vous le savez, ici on débat, on se contredit, on va vous donner plein d'infos. On parle d'éthique, de diététique, infos pratiques et également les cadeaux et tout cela bien dans les sports que vous aimez, que nous aimons, sports d'endurance, outdoor, sans langue de bois, sans filtre, mais toujours avec le sourire et également deux verres en main. Messieurs, on peut faire chin ? Ah oui, chin. Car vous ne le savez peut-être pas, il est 20h21 et c'est du vin, hein, c'est seulement du vin et à consommer sans modération, messieurs. Bien sûr. Avec modération ou sans modération? On verra à la fin du podcast selon la consommation. Tout à fait. La modération est de mise. Bien sûr. Thomas est là pour réguler parce qu'il ne boit jamais d'alcool, Thomas. C'est vrai. Et oui, alors juste un petit peu de vin rouge pour Thomas, mais on verra si à la fin, si ce vin te fait divaguer ou pas. Allez, on revient à notre 4e épisode, mesdames, messieurs, de la bande plein les oreilles. C'est parti. Mesdames, messieurs, de la bande plein les oreilles, vous le savez, présent sur toutes les plateformes podcast, Spotify, encore, Google Podcast et tout récemment, Deezer. Si vous êtes du côté d'Apple Podcast, bien, si vous le désirez, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles. On a dépassé les 100, je crois qu'on est aux alentours de 108 ou 110. Encore un grand merci de vos commentaires et surtout de vos votes. Vous le savez, c'est très important pour nous, c'est très important pour agrandir la grande famille de la bande plein les oreilles. Et on vous le rappelle également, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Le jeu, le mois dernier, nous avons fait gagner une paire de chaussures de notre partenaire ASICS. On rappelle ce que c'est ASICS ? Anima Sana Incorpore Sano. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et qui a gagné, Jérôme ? Et voilà qui a gagné. Moi je l'ai pas dans mon... Vous l'avez ? Ah bah non, vous l'avez pas ? Ah non, je l'ai pas. C'est Delphine Vasseur qui va remporter une belle paire de chaussures ASICS. Voilà, c'est Delphine. Et traîner en chemin. Voilà, Delphine. Sortie de son contexte, elle va remporter une belle paire. De chaussures. Non, mais... Voilà, Delphine. Félicitations, Delphine. Et puis à la fin de l'émission, on vous donnera rendez-vous, bien évidemment, pour le prochain jeu que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Par Messieurs, contre, nous ne donnons pas de chaussures inférieures à 45. Donc on espère qu'elle achète du 45. C'est le problème. C'est quand même. C'est ASICS Auvergne. C'est un don personnel de ma pointure. Donc bienvenue dans le monde du 45. C'est peut-être Delphine au grand pied. On verra bien. On verra bien. Allez, messieurs, ça m'énerve. Vous êtes prêts ? Jingle et on vous retrouve. Oh putain, merde. C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Et si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Est-ce que vous buvez quelque chose ? Je commence à en avoir plein le cul de vos grands airs là. Faut arrêter de me parler comme ça, hein. Pas parce que vous arrivez de Paris avec vos diplômes. Messieurs, vous avez la parole avec vos deux ça m'énerve. Alors moi, je tiens à dire que pour cet épisode, je suis, mais alors, super remonté. Super vénère. Ouais, mais toi, t'arrives à parler comme ça. Mais moi, je suis jeune. Le premier, ça m'énerve, en fait, c'est, tu sais, quand t'es sur le vélo, parce que moi, je parle beaucoup de vélo, bien sûr, c'est quand tu roules à deux de front et que tu as la fameuse voiture sans permis qui vient te frôler, te serrer gentiment, et ça, été vécu il y a 3 semaines, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, et là, qui, bien sûr, roule fenêtre ouverte, et il dit... Je parle très auvergnat avec le Y. Tu connais pas le code de la route, toi, mon gars ? Ah, alors, justement, Thomas, qui n'est pas très pratiquant du vélo, va nous éclairer là-dessus sur le code de la route. Bon, le code de la route, il dit quoi ? Il dit qu'effectivement, deux de front, c'est pas l'idéal, mais c'est autorisé. Et les conducteurs de deux roues, selon l'article R431 alinéa 7, écoutez bien nos amis cyclistes, 431 alinéa 7, les conducteurs de cycles à deux roues ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Donc annoncer son approche, c'est un coup de klaxon, simple. Ouais, pas juste un klaxon, je suis énervé. Non, quoi. Pas le double klaxon avec le doigt. Alors le double klaxon, ça c'était en 80. C'est un double ton. Alors il faut savoir que ça c'est hors agglomération.
en agglomération. Ah tiens, on pourrait faire une émission avec notre ami Yolan, avocat qui est spécialisé là-dedans. Notez-le. Notez pour plus tard. Et donc oui, hors agglomération, en fait, vous pouvez rouler à 2 de front si vous êtes plus de 2, c'est-à-dire à partir de 3 personnes, vous pouvez rouler à 2 de front. Donc amis cyclistes ou jeunes cyclistes, vous pouvez, si vous êtes tout seul, forcément vous êtes à droite, si vous êtes à 2, il faut essayer normalement de se mettre en file hors agglomération. Sachez qu'en agglomération, on n'a pas le droit de rouler à 2 de front. Voilà. Pour la petite histoire. C'est voilà. beau. C'est On beau. sent le mec qui a de la culture. Hein. C'est limpide. C'est Moi, limpide. J'ai fini pour mon premier, ça te va Jérôme? Très bien. Qu'est-ce que très t'en bien. penses, toi, de la cohabitation automobiliste, cycliste, toi qui as l'habitude de conduire des voitures chez ton ami Hyundai? Je n'ose le dire. Des moments ça passe et des moments ça énerve. Mais ça m'énerve différemment, moi. Moi, tu sais, ça m'énerve aussi du dimanche, où le dimanche, c'est le jour de la semaine où les gens sont censés être tranquilles. Oui. Et c'est le jour de la semaine quand t'as vélo Ouais, c'est où vrai. tu te fais le plus klaxonner. clairement. Oui, Clairement. c'est le jour où tu as 3 personnes, 3 cyclistes qui prennent toute la route pour discuter tranquillement entre eux. C'est vrai. Et Alors, ça ça arrive pas énerve. souvent, Jérôme. Un petit peu. Alors, et par contre, quand t'as un tracteur qui prend la place de 4 cyclistes, qui est Là, devant toi, en pleine énerve. de Limagne. C'est pas sympa pour Jérôme. Non mais c'est vrai que Il roule c'est pas en vrai que c'est- tracteur. Moi je roule pas en tracteur pas encore. mais on risque de se recycler à cette allure, vous le savez. Il se recycle. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile de moment d'avoir La 3 ou 4 cohabitation. cyclistes cohabitation. qui Ouais. prennent toute la Ouais, route mais oui, je comprends. et qui s'en tapent que tu sois derrière. Mais enfin bon, ça c'est parce Après, que je tu ne sais sais, pas de on vélo. t'apprend lorsque tu passes le permis moto, la moto ne doit pas rester dans le fossé. Elle, Oui. elle roule au milieu de la route. Oui. Pourquoi à vélo, nous, on devrait rouler dans les fossés ou sur les pistes cyclables non balayées? C'est Ouais. un Non, autre mais débat. Bref, il tout faut à fait. arriver, il faut arriver à cohabiter. Vous avez heureusement, Clermont Métropole, ils font le travail. Bon. Tout est propre. Tant Alors, raison. Tant mieux. Alors deuxième, ça m'énerve. le deuxième, ça m'énerve, et je continue sur le vélo. C'est quand t'as un copain qui, Soi-disant. soi-disant, oui, parce que voilà, là c'est toujours le même problème. C'est tu dis tiens, on va faire une sortie vélo à 2, donc 2 de front. Et là, ton copain vient avec son fameux vélo de chrono. Ami triathlète, je pense que vous allez comprendre l'histoire. C'est-à-dire, ton copain est un vélo de chrono et toi un vélo traditionnel. Vélo de chrono, casque à pointe, Prêt. prêt. Le gars, Prêt. il est prêt. Donc il dit aujourd'hui on fait une petite simulation seuil. D'accord. Sauf que du coup, tu as passé 1 heure dans sa roue parce que tu ne peux pas rester à côté. Lui force beaucoup moins. Et j'ai fait cette expérience avec un dénommé. Ah non, un homme chauve. Dont on taira le nom, c'est ça. On terrain le nom, non, ça se dit pas, Franck. Ouais. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai fait 1h30 derrière lui, à pleurer, à me dire combien de temps il reste. Donc là, c'était vraiment mon coup de gueule. Tu vois, celui-là, j'en pouvais plus parce que j'étais à 2 doigts de l'insulter à la fin de la sortie. Et plus jamais, je ne refais une sortie avec un mec qui a un vélo de chrono. Moi, juste pour rebondir sur ça m'énerve. Moi, ça m'énerve juste le gars qui, en fait, on va rouler avec lui. Et lui, il a son pauvre vélo de gravel et il vous met quand même la misère dans les bosses. Et en fait, lui, il roule à côté. J'ai failli prendre une photo dimanche que moi, j'étais à peu près seuil 12 et lui, il était sur son espèce de gravel dans le bas-côté à essayer de me gratter. Voilà, Alors, ça ça m'énerve. t'énerve. Ouais, Mais- pour la petite histoire, parce qu'il faut remettre quand même les toits sur l'église. La veille au soir, Thomas me dit, après un seul verre de bière, oui, toi avec ton gravel, je vais te mettre la race dans l'école et moi avec mon vélo de route. Thomas, je pense que tu ne te rends pas compte de l'intérêt du gravel aujourd'hui et de ses performances. Oui, mais c'est que les routes auvergnates sont du gravel. Elles sont tellement bien. Bah, je roule quand même dans les chemins pendant que toi tu roules sur la route. Hein. Mais oui, mais c'est parce que moi, mon vélo, il rend moins. Comme la route, elle est de mauvaise qualité. Donc en fait, c'est une bonne excuse. je roule en gravel, mais sans gravel. Tu vois? Tu comprends l'idée? Eh, il est fort quand même pour Il est trouver trop des fort. excuses. Mais un jour ou l'autre, chers auditeurs, Je l'aurai. il viendra au gravel. Je l'aurai. Poussez-le, faites des stories, Thomas, allez gravel. Alors attends, je retrouve avant la fin du podcast un de nos Instagrammeurs qui a mis justement des stories avec le gravel concernant Thomas. Voilà, je vais le trouver, Et on va parler de lui. est-ce qu'il a des jambes rasées? Moi? Non. Parce qu'en fait. non, Et son je me suis rasé Instagrammeur. ce soir exprès en plus, les gars. Son Instagrammeur qui suit. Ah ouais, est-ce qu'il bah, a- Non, ça, il a du poil aux pattes, j'ai Ouais, regardé c'est les gars. clair. Il a du poil aux pattes. Bon, Voilà, Thomas, à Bon, toi. mes deux, ça m'énerve. Bon, en fait, moi, ça m'énerve. En fait, le genre de sortie où tu viens quand même te la cogner, tu rentres, GPS, Strava, tu mets tout, tu rentres. Bon, si c'est Sylvain Georges, t'attends, tu montes, tu mets ton câble dans USB, tu télécharges ton nouveau driver DOS et t'arrives enfin à mettre ta trace sur Strava. Et là, sa trace de Strava, elle te pond 9,9 km ou pire, 997 mètres de dénivelé. Alors que toi, t'étais sûr que t'avoir fait tes 10 km et te
te coller ton 1000 mètres de dénivelé. Mais non, comme on dit dans le jargon, c'est Strava qui fait foi. Donc si t'as pas 1000, bah c'est pas 1000. Donc quand on était gamin, je sais pas si vous vous souvenez, on avait la sortie vélo où en fait on finissait à tourner la roue dans le garage avec l'aimant pour réussir à faire pile poil la sortie que tu voulais. Non mais toi oui, puisque j'avais commencé le vélo où il y avait le GPS n'existait pas. Moi j'étais pas né. Ouais. Mais et donc du coup t'étais comme Jérôme, tu calibrais ton compteur par rapport à la circonférence de la roue. D'ailleurs, quelle est la circonférence de la roue? 2,06. Oh, joli. Jérôme, t'allais la sortir, je suis sûr. C'est ça. Oui, On voit que le mec, il m'a pris de vitesse. Non, donc du coup, c'est vrai que du coup, maintenant les GPS, en fait, ça, en gros, on a toujours la sortie où, allez, on fait pile 20 km. Ouais, mais ça fait 20 km et on a fait 950 mètres de dénivelé. Bon, ben on va faire 1000. Ah, mais 1000, t'as fait 23 km. Oh, on va au moins jusqu'à 25. Puis à 25, on a fait 1200 mètres. Oh, on est plus très loin des 1500 mètres de dénivelé. Et en fait, ça en finit plus. Donc c'est vrai que du coup, ça m'énerve, mais quand même, je dirais qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. En parlant de savoir s'arrêter, pour revenir à dimanche, concernant les 1000 mètres de dénivelé, est-ce que toi, tu te sentais prêt à monter à 1500? Mais largement. En fait, je me suis arrêté parce que je voyais bien qu'il y avait des derrière, ça couinait. Ça couinait. Eh oui, ça couinait. Donc du coup, j'ai dit, on va arrêter le massacre. En hommage à Reveux et Fabjet. Bon, mon deuxième, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve les papiers et les barres dans les bois. C'est-à-dire que, déjà, franchement, quand vous faites un footing de moins de 2 heures, manger, c'est tricher. Alors, si en plus, en moins de 2 heures, vous arrivez à nous lâcher, même si c'est pas fait exprès, allez, un petit papier de gel, un petit papier de barre et tout ça a le mérite de me gonfler. Je comprends même pas en fait que finalement, à un moment donné, on arrive à aller dans les bois et quand même pas checker ces papiers de gel en plus quand on rentre de la sortie. Voilà. Là, en plus, ce truc qui me gonfle encore plus actuellement. Il est tendu. Non, mais ce soir, vous l'avez tendu. En fait, c'est les masques. Ce que je comprends pas. Là actuellement c'est un désastre écologique. Alors je suis d'accord qu'on est tous avec nos gestes barrières, hein, mais pourquoi vous allez en nature avec un masque? Il y a un moment donné, faut savoir les sangliers, tu rigoles pas. À un moment donné, voilà, donc juste un moment donné, vous arrivez et vous essayez de checker juste les papiers que vous avez pu essayer d'éviter de mettre dans la nature. Moi, je vais rebondir un coup sur tu vas te mettre du monde à dos parce que 2 heures, on n'emmène pas de ravito. Le nombre de personnes qui mangent en moins de 2 heures. Ouais. Malgré nos conseils prodigieux, fais attention. Là, vous avez entendu, Thomas a pris une gorgée de vin. Alors ça mérite une croix sur le calendrier parce que ça, c'est très très rare. Sachez-le. Toi, tu ne peux plus tomber à vide. Après, pour rebondir sur ce qui t'énerve, moi, ce qui m'énerve, c'est que les mecs qui critiquent, par exemple, sur le Tour de France ou quoi, tu sais, il y a des zones de déchets. C'est-à-dire, voilà, ça fait 100 mètres et tous les coureurs pro lâchent leur tube. Et bon, c'est vrai que si tu jettes ton tube à 5 mètres derrière cette zone, on a déjà des photos sur Facebook disant ouais c'est un scandale, ok. Alors je vous explique, quand vous allez des matchs de foot et que vous allez aller des matchs de rugby, allez derrière le stade. Oui, allez voir un peu. Ou même dans les tribunes. Ou même dans les tribunes. Allez voir. Mais par contre, il y a 150 000 CRS et 150 000 personnels qui ramassent les déchets. Et là, ça pose pas de problème de faire ça. Là, on parle de foot. Moi, je te parle d'un sport de outdoor. T'es dehors. En gros, l'idée de base, ça devrait être obligatoire. En gros, on est là pour protéger au moins le terrain de jeu. Je me souviens d'une image Cirézinal. Alors, c'est pas. Non, mais Cirézinal. Rien compris. C'est une course. Bon, mais c'est normal. C'est une course mythique en course à pied de montagne et donc c'est pas 2020, ça doit être 2019. 2019, c'est Kylian Jornet qui gagne. Le gars, il mange un gel, il va s'arrêter à la poubelle pour jeter son gel. Il fait 5 mètres de plus de la course et il gagne, il met la misère à tout le monde, mais il met son papier dans la poubelle. Donc si Kylian Jornet arrive à le faire, globalement, si vous prenez un gel et une barre pour faire 1h30 de footing, je pense que vous pouvez rentrer avec. Oui. Surtout que les poubelles sont quand même très larges. Oui, et puis ça va pas vous alourdir. Non, je pense que ça va aller. Jérôme, toi qui as un avis un peu extérieur là-dessus, est-ce que tu as aussi conscience de ça, je sais même pas. Moi, j'imagine même pas que quand on court, je n'imagine même pas qu'on puisse jeter. Ah mais je pense comme le dit va au pied Thomas, du puits d'homme. Je pense que tu mangeais, que tu le mettais dans ta poche. Pied des muletiers. Tiens, un jour, ça pourrait donner l'occasion de faire une vidéo. Un jour, on va ensemble. On va au pied des muletiers. Ouais, donc c'est assez. Et les pieds des muletiers, c'est pas comme s'il n'y avait pas de poubelle. Ouais. Non. Mais il faut peut-être rééduquer tout le monde.
Tout à fait. Mais oui, c'est pas un problème de nettoyage, de l'agglo ou quoi. C'est juste de la sensibilisation. Mais attendez, le pied des muletiers, ça n'est pas que des gens qui aiment la nature, c'est des gens qui viennent se balader, des touristes ou quoi. Oui, complètement. Et voilà. Mais ça pourrait faire l'objet d'un invité. Et un invité qui pourrait nous en parler. Oui, qui pourrait nous en parler. Allez, c'est noté. Merci. Bon, messieurs, vous étiez énervés et ça s'est entendu. Ça s'est senti. Ça s'est senti, mais c'est bien. Il en faut. Il faut de temps en temps être énervé sur plusieurs. Jérôme est là, c'est pour nous temporiser. Oui, pour vous temporiser. Bon, messieurs, le mois dernier, on avait parlé de comment se nourrir avant une compétition ou pendant la compétition, mais on n'a pas parlé d'hydratation parce qu'on lit plein de choses qui dit son contraire. On voit tout. On voit tout. L'inverse, son contraire. C'est tout. compliqué. On va avoir besoin de votre avis, mais avant cela, petit jingle et ensuite c'est à vous. Messieurs, s'il y a une thématique qui fait écho à globalement tous les sports d'endurance, c'est l'hydratation. Alors moi, on m'a toujours dit qu'il fallait boire avant d'avoir soif. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux ? Alors, on y revient. Oui, enfin, là, on va donner quand même pas mal de clés ce soir. Oui. Notez, messieurs, dames. Notez, messieurs, dames, c'est que on lit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de on-dit, mais il y a des choses factuelles. Alors déjà, s'hydrater... ça veut dire quoi ? S'hydrater, c'est le fait d'introduire de l'eau dans l'organisme pour compenser quoi ? Un déficit d'hydratation, un manque. Alors, comment on l'introduit ? Vous avez deux solutions. La première, soit vous buvez de l'eau, soit vous faites des perfusions. Ça ils aiment bien. On reparle vélo là. Ça, c'est vrai. Non, mais attends. Les perfusions, ils aiment bien les cyclistes. D'ailleurs, il y a des équipes pro de vélo. Ils choisissent leurs hôtels uniquement avec la capacité des cintres à pouvoir faire porte-perfusion. Ça fait partie. Ça fait partie du vocabulaire. On voit quand même qu'il a regardé Netflix, notre copain. En gros, admettons. Allez. Mais en gros, l'idée, en fait, pourquoi on perd de l'eau à l'effort ? Ça c'est bien. Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, je vais vous expliquer. En fait, je vous l'avais déjà dit lors de nos précédents podcasts, nous sommes des chaudières. Alors, quand je dis chaudières, on parle vélo. Non, il faut savoir que nous créons des calories. Quand vous dites, voilà, vous mangez 2000 calories par jour, les calories, c'est une unité de mesure pour connaître la chaleur évacuée. Donc, grosso modo, nous sommes des grosses chaudières. Donc, nous produisons de la chaleur. Hors contexte, c'est sympa comme phrase. Alors ça a deux connotations. Chaudière, ça peut être tricheur ou qui envoie un peu du gros d'un point de vue sexuel. Je savais pas la deuxième, mais quand on dit que t'es une grosse chaudière, mais toi on te l'a jamais dit, mais moi on me l'a dit souvent. Hein. J'ai eu plein de problèmes à ce sujet d'ailleurs. Je savais pas la deuxième. Bon alors, ok. Alors, on y revient. Donc du lourd. Donc, pour refroidir cette fameuse chaudière, l'organisme en fait met en place tout un tas de processus de refroidissement. Et ce refroidissement a lieu avec quoi ? La transpiration. Cette transpiration permet de réguler et de maintenir donc une température corporelle autour de 37,5 degrés. C'est pour ça qu'en fait vous transpirez. Si vous transpirez pas à l'effort, c'est que il y a deux solutions. Soit vous faites rien. Voilà, tu forces pas, Ouais. Soit il y a un petit souci au niveau des glandes endocrinales. Bon, on va pas en parler tout de suite de ça, mais bon, bref. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas ? Alors oui, là-dessus c'est clair que la base, en fait, d'un point de vue, quand on veut, en gros, établir des vérités sur un domaine ou une question scientifique, l'idée c'est de partir sur un postulat. Effectivement, c'est intéressant que ce que tu nous dis par rapport à qu'est-ce que ça veut dire transpirer, qu'est-ce que ça veut dire finalement perdre de l'eau ou qu'est-ce que c'est s'hydrater. Alors ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que nous, l'homme, l'être humain, c'est le mammifère le plus évolué pour répondre finalement à un sport d'endurance en situation d'hyperthermie. Alors qu'est-ce que t'appelles l'hyperthermie pour moi ? L'hyperthermie, c'est que finalement la capacité à évacuer, enfin avoir du chaud, et nous on est finalement l'homme est le plus à même et le mieux équipé pour évacuer cette hyperthermie. Comment ? Par une raison toute simple, c'est qu'en fait on est les seuls mammifères à transpirer. Il faut savoir que quand on transpire, pour évacuer la chaleur, c'est bien plus efficace que l'allaitement
Alors, l'allaitement, le chien allait, d'accord, c'est pas l'allaitement maternel, ok. Donc nous, en fait, pour transpirer. Non mais le chien, c'est-à-dire que le chien se refroidit. Voilà, ça, l'allaitement. Ça parle à Jérôme, tu vois, parce que du coup dans son casque, j'imagine. Il imagine le chien. Ouais. Jérôme, tu vois, c'est plus un pitbull, tu vois. Ouais, je comprends. Mais alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, nous, on est hyper évolué d'un point de vue dispersion de chaleur, justement pour pouvoir maintenir un effort relativement conséquent dans des atmosphères relativement chaudes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Tim Knox, c'est un des éminents scientifiques qui a le plus étudié finalement l'adaptation de l'homme à l'effort physique, à des conditions climatiques. Et en gros, ce qu'il a finalement conclu et établi, c'est que finalement on a beaucoup de mythes et de réalités autour de finalement cette hydratation et ce besoin qu'on aurait finalement à faire évoluer notre rythme de croisière dans un environnement chaud. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre d'un point de vue scientifique, c'est que la sudation, en fait, elle nous permet une régulation thermique ultra efficace. Ça, c'est la première chose. Quand on fait des compétitions en milieu chaud, finalement, la température corporelle, elle peut facilement atteindre 40 degrés sans problème, sans forcément déclencher de malaise pour autant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'ailleurs dans les épreuves les plus courtes que la température corporelle est la plus haute. D'accord ? C'est pas parce que vous allez courir 6 heures en température chaude que vous allez atteindre une température corporelle hyper élevée. Donc l'intensité, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est la base. L'intensité permet entre guillemets de réguler la température corporelle. C'est un peu comme une voiture, si tu tires sur la voiture, elle va monter en température. Bah non, parce que je sais que tu aimes bien parler en images. Bah oui, mais justement, là en fait on a un argument ultra hyper évoluer, c'est notre gouverneur central. Le cerveau, finalement, c'est lui qui va nous permettre de réguler, de modifier notre comportement à l'effort, et en fait, il va nous obliger à nous ralentir. Ce qui fait que du coup, au lieu qu'on soit en surchauffe, on s'oblige finalement à baisser notre intensité, et dans ce cas-là, finalement, on améliore finalement notre capacité à ne pas rentrer en hyperthermie. Donc tout ça, les amis, pour dire, grosso modo, quand on est en surchauffe, ne vous inquiétez pas si vous avez une petite baisse de régime. C'est normal. C'est normal et c'est même plutôt souhaitable et c'est même physiologique. Donc en fait, c'est ça qui va nous permettre finalement d'évoluer à la bonne intensité pour amener finalement à durer dans le temps. Donc du coup, effectivement, lorsque vous allez faire un effort, vous allez être ultra adapté à prolonger cet effort. Pourquoi ? Quand on veut faire un effort, vous suez, du coup vous perdez de l'eau, du coup vous avez soif. Quand on peut, on boit, juste ce qu'il faut pour pour satisfaire sa soif. Donc la règle numéro 1 est de faire juste confiance à sa soif et arrêter les stratégies je vais boire avant d'avoir soif, ainsi de suite, ou s'imposer un volume à boire en fonction de sa sortie. Okay. Alors, excuse-moi de te couper, du coup, mais moi je me souviens, ça fait, sans me la raconter, ça fait plus de 20 ans que je fais du vélo, et on m'a toujours dit, Giorgio, si tu perds 1% de ton poids en eau, c'est 10% de perte en puissance maximale aérobie. Ouais, mais ça en fait, toutes ces recommandations en fait, elles ont été dictées par qui en fait ? Parce qu'en fait, quand on recherche dans la littérature, moi j'ai jamais trouvé finalement de guidelines aussi précises que ça en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces stratégies d'hydratation, stratégies alimentaires, en fait, elles ont été dictées juste par une seule corporate, c'est en fait l'industrie de l'hydratation, l'industrie de la nutrition. Et en gros, ils vous obligent finalement à avoir une stratégie de surconsommation. Ouais, donc alors, du coup, on fait plus confiance à sa soif. On dit on boit, et c'est ça qui peut arriver. C'est ça qui peut amener finalement à un problème. Donc pour toi, la performance est quand même malgré liée à une petite déshydratation. Alors. Clairement, la déshydratation, elle est même souhaitable. C'est une adaptation physiologique à l'effort. Quand on va se déshydrater, pourquoi on se déshydrate aussi ? Parce qu'en fait, on optimise notre liquide circulant dans le corps pour finalement concentrer davantage les nutriments, davantage finalement diminuer le liquide pour éviter de faire trop fonctionner son cœur. Donc oui, la déshydratation, et c'est même souhaitable quand on veut
performer. Quand on prend par exemple les meilleurs marathoniens, ils vont arriver à un état de déshydratation entre 5 et 10% pour les meilleurs. Les meilleurs, il faut savoir qu'ils vont courir Gebre Selassie sur un marathon ou Kipchoge. Quand ils arrivent du marathon, ils sont déshydratés au moins autour de entre 5 et 10%, en gros 8%. Ce qui contrecarre toutes les études qui ont été liées sur 3%, c'est 30% de... Ah ben non, mais t'imagines que si tu perds 10% de poids de corps, t'as perdu 100% de ta PMA. Oui. Donc, 10% quand on fait 70 kilos, ça fait 7 kilos, c'est énorme. Enfin, oui, Jérôme, du coup, pour toi Moi, j'aimerais bien savoir ce que je fais. Parce que je vous ai écouté, mais maintenant, il va falloir me donner la solution. Les bonnes pistes, parce que après, l'hydratation, c'est vrai qu'il y a limite me dire voilà, il fait très chaud, donc il faut que je boive beaucoup. L'hiver, je bois pas du tout. Alors qu'à contrario, en fait, on sous-hydrate l'organisme l'hiver parce qu'on n'a pas la sensation de soif comme il fait froid. Oui, alors déjà, oui, puis c'est surtout que tu transpires moins. Donc du coup, si tu transpires moins, tu as moins besoin de boire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les besoins vont avec l'effort, vont avec l'environnement. Mais trop boire, en fait, ça amène une pathologie et qui amène beaucoup plus d'hospitalisation qu'une déshydratation. La pathologie, c'est l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est quoi ? C'est qu'en fait, vous avez trop de flotte dans le sang. Trop de flotte dans votre organisme et vous baissez finalement ce qu'on appelle votre taux de chlorure de sodium, de sel, en dessous de 135 millimoles par litre. Donc en gros, vous perdez connaissance parce qu'en gros, vous avez trop dilué votre chlorure de sodium dans l'organisme. Alors pour revenir sur Jérôme, c'est quoi la solution, mon Tom? Parce que vous imaginez quand même qu'on parle avec un trailer, alors faut pas trop lui faire confiance. Hein. Non, mais alors les solutions, c'est quoi ? C'est que je dirais que pour un effort d'une heure en température autour des 20 degrés, comme à peu près quasiment 80% des sorties d'entraînement classiques. Et puis s'il fait bon, vous buvez un petit peu avant de partir, et puis vous buvez à l'arrivée quand vous avez fini. Je suis pas sûr que avoir une stratégie d'hydratation amener de la flotte, si c'est des conditions entre guillemets habituelles, il n'y a pas de raison d'avoir besoin de boire avant une heure d'effort. Ensuite, sur les efforts un peu plus longs, voire avec des conditions particulières, tu bois quand tu as soif, mais sans dépasser 400 à 800 millilitres par heure. On en revient au fameux aquarium que je répète depuis de nombreux podcasts. Ah, le fameux aquarium. Alors, moi j'ai un dilemme. Alors est-ce que je dois boire ce que j'ai en main pas plus de 800 millilitres. Pas plus de 800 millilitres. Ou alors de l'eau. Alors le problème de Jérôme, c'est que c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Bon, non, mais je crois que je peux être accompagné par quelqu'un d'autre. je pense. On peut être un bon duo. Sylvain, par contre, du coup, à part pas boire de la vinasse sur un vélo, tu boiras quoi, toi ? Moi perso, je conseille plutôt les boissons isotoniques. Alors isotonique, c'est un bien grand mot parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit plein de noms de boissons, du marketing. Est-ce qu'on boit de la Formule 1 ? Alors justement, j'étais pas né. Est-ce que tu peux expliquer ? Je sais pas, du Red Bull. Alors à ton époque, c'était le Tanga. Alors... Ouais, Tanga, c'était bien aussi. Tanga, c'est ça. Voilà. En fait, vous avez aujourd'hui plein de boissons qui sont alors. Quand on a l'entraînement, perso, je privilégie justement de boire que de l'eau pour habituer, entre guillemets, l'organisme à être, entre guillemets, en dette de vitamines, en dette de sucre, en dette de minéraux, pour justement, le jour d'un objectif, se dire, voilà, là, aujourd'hui, on apporte une boisson dédiée à ça et ça va me permettre de vraiment donner un coup de fouet. Avant de faire ça, bien essayer la boisson d'entraînement pour éviter les brûlures gastriques, car c'est très désagréable. Oui, alors c'est désagréable les brûlures, c'est encore plus désagréable de trouver le traitement de la brûlure, c'est le vomi. Donc je préfère avoir la brûlure que le vomi. Ou un petit Malox. Thomas parle en connaissance de cause. Ah oui. Un grand vomiteur. Oui. Un grand vomiteur, Thomas. Il faudrait trouver une photo de son vomito. Moi, j'en ai une devant une cave. Pourquoi tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est une boisson isotonique plutôt que de... je suis pas là pour te casser. Moi, ça va, ça peut même plus jouer. Alors en fait, la boisson isotonique, c'est quoi ? C'est-à-dire que sa concentration renferme la même quantité de glucides, donc les sucres, les sels minéraux que le sang. Ce qui favorise justement l'assimilation au niveau intestinal et du coup vous assimilez très bien le côté hydrique et le côté vitaminique et glucidique. Il faut savoir l'eau va dans la bonne direction. Oui, parce que quand vous êtes trop surchargé, il faut savoir que l'estomac, quand vous êtes en plein effort, c'est une... Je reviens sur mon terme chaudière. C'est le feu. Et en fait, plus vous allez amener d'acidité, plus la digestion mettra du temps et moins les choses seront assimilées. Si vous amenez quelque chose qui est isotonique, c'est-à-dire qui n'est pas trop chargé en sucre, pas trop chargé en vitamines ni en minéraux, votre organisme va l'assimiler
très bien, surtout si vous en prenez à dose, on va dire, modérée. Si vous buvez un bidon d'un demi-litre d'un coup, autant vous dire que là, c'est de la diarrhée assurée. Alors, peut-être pourquoi en isotonique, parce que ça, en fait, ça permet ce qu'on appelle l'osmolarité. L'osmolarité, c'est-à-dire il faut toujours qu'ils ramènent ça. Hein. Vous avez la même concentration finalement au niveau de la paroi intestinale, de part et d'autre de la paroi intestinale. Donc du coup, les échanges se font super bien. C'est pour ça qu'il faut éviter ce qu'on appellerait les combos gel plus boisson. Parce que là, du coup, vous arrivez à une boisson hypertonique, ce qui fait que du coup il y a une rupture de l'osmolarité, du coup la barrière intestinale, l'échange à travers cette barrière se fait plus, du coup, ou dans la mauvaise direction, c'est-à-dire que pour diluer, pour revenir à une osmolarité, un équilibre entre les deux du côté de la barrière, ben vous allez faire transiter de l'eau du côté sanguin vers la paroi, vers le tube digestif pour arriver à une concentration identique. Alors justement, Thomas, petite astuce, chers amis, en parlant d'aquarium, il faut savoir que si jamais en fin de sortie vous vous dites voilà, faut absolument que je prenne un gel caféine et puis que j'ai trop soif. En fait, il faut pas prendre le gel caféine et boire. Pourquoi ? C'est que votre gel va se déposer sur votre tube digestif et venir tapisser l'estomac et derrière vous allez boire, d'accord ? Il se trouve que la boisson, l'eau, va venir rincer tout ça et les premiers échanges dans le sang se font dès le tube digestif. Donc d'accord, si vous mettez de l'eau, du coup, plus de gel sur la paroi du tube digestif et du coup, les échanges ne commencent pas. Or, si vous commencez d'abord à boire et après vous prenez votre gel, là le gel va se déposer sur votre tube digestif et l'assimilation commencera dès votre bouche. Sachez que dans votre langue, il y a des capteurs qui, une fois qu'ils vont sentir le sucre stimulé, ils vont dire à votre cerveau, attention, le copain amène du sucre. Donc là, plutôt de se mettre entre guillemets en position veille parce que vous êtes à moitié fringale, il va dire c'est bon, il a amené du sucre les gars, on se met à fond et c'est parti. Et c'est marrant ce que tu racontes sur la langue parce qu'il y a une étude. C'est marrant la langue, hein. C'est marrant la langue. Non, ce que tu racontes, c'est marrant parce que en fait, il y a une étude qui justement avait comparé finalement des effets placebo avec du sucré, pas de sucré, des sucres édulcorés, tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que juste la sensation de sucre en fait permet de faire monter la glycémie. C'est-à-dire que sans apporter du sucre, juste avoir en fait finalement l'aspartame suffirait finalement alors de façon temporaire, mais suffirait à finalement monter la glycémie. Donc c'est assez intéressant. Ouais. On va loin quand même dans le délire les gars. Et en parlant d'hydratation, souvent on me dit ouais j'ai chopé des crampes parce que j'ai pas assez bu. Ah, alors là je sens que je suis en train de tendre une perche à mon copain. Parce que là, lui qui adore tirer sa crampe, alors je l'ai placé. T'as bien de loin, il l'a préparé. Mais elle fait 150 mètres qu'il essaye d'arriver. Ouais, tu l'as pas vu venir, arrête menteur que tu es. Mais c'est vrai qu'on le dit tous, même si on n'est pas trop sportif, t'as des crampes, bois de l'eau. Jérôme, toi dans ton lit, t'as même des crampes sous le pied. Non, alors, si on parle des crampes, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Est-ce qu'on ferait pas un podcast sur les crampes ? Non, ce sera trop similaire. Non. Ça va, c'est bon, j'arrête, ok, je me casse. Tu sors. Salut. Donc les crampes, c'est quoi ? En fait, les crampes, c'est juste, en fait, globalement, vous allez avoir des crampes sur des groupes musculaires qui vont être trop sollicités pendant l'effort. Mais trop sollicités, pourquoi ? Parce que ces groupes musculaires n'ont pas été préparés à subir la contrainte que vous leur imposez. Donc en fait, il faut savoir qu'une chose, il n'y a aucune preuve pour expliquer les crampes, il n'y a aucune preuve en faveur d'une déshydratation, d'un manque de sel ou d'une augmentation de la température corporelle. La seule et l'unique raison la plus plausible, c'est celle en fait d'un manque de préparation de ces groupes musculaires à l'effort. C'est-à-dire, pour te poser une question, c'est-à-dire qu'en fait l'organisme n'est pas préparé à subir une telle contrainte. Ce qui est marrant, c'est que souvent quand on regarde un petit peu, quand est-ce qu'on a des crampes ? On a des crampes souvent. On va dire, c'est les premières chaleurs. Mais non, c'est pas les premières chaleurs, c'est la première compète où t'as des crampes. C'est pas la première chaleur, c'est en fait la première fois que tu. Mais à bloc. Que t'es à bloc, et c'est aussi longtemps. Donc en fait, c'est ça qui fait que t'as les crampes. On a les crampes aussi quand. Et par exemple, si on prend par exemple, si on reprend par exemple le rugby, ils ont des crampes quand ? Ils ont des crampes en fin de match et en fin de saison. Ils n'ont pas les crampes parce que ils sont super préparés. Ils sont cramés. Donc du coup, les groupes musculaires supportent un peu moins la contrainte. Et vous savez, l'aliment et le remède le plus efficace aux crampes,
Ah, là, ça la ramène moins. Du sel. Jérôme allait dire le houblon. Le sel. Aucun intérêt. Ah non, bon. non, le Il sel. allait dire le non. houblon. Le houblon. Après, ouais, alors après, ça en fait fait, du c'est bien. après t'oublies ta crampe. Mais non, en Tu fait, et déshydrates. d'ailleurs, vous regarderez sur les matchs. Bon, alors là, j'espère qu'on aura des matchs en fin de saison. Mais Ça bon. y est, ça Bah, on en a toujours, mais avec du public. Avec du public. Avec du public. En fait, c'est le jus de cornichon. Le Et- jus de cornichon. Alors, et vous verrez. Je t'ai jamais vu boire de cornichon. Non, bah non, parce que j'ai jamais. Mais non, parce Il a que pas j'ai jamais de crampe. Parce qu'il a pas de crampe. Alors, Non, t'as pourquoi jamais de crampe? Pourquoi le jus de cornichon? Parce qu'en fait, le jus de cornichon, en gros, ça ferait. En fait, vous verrez sur les matchs, vous verrez que quand ils sont quand les joueurs sont affalés par terre parce qu'ils sont Ils sont cramés complets. sponsorisés par Amora. Et ben, le premier truc, le kiné, il arrive et il lui donne une espèce de petite topette. Et dedans, c'est un concentré de jus de cornichon. Alors, c'est pas le jus de cornichon, la non. flotte que vous avez dans, Ah. dans le bocal. C'est du jus de cornichon À la pressé. centrifugeuse. Ouais, c'est Ok. du vrai, quoi. Et en fait, ça crée un espèce d'arc réflexe qui coupe, qui coupe au niveau du larynx, qui coupe finalement le réflexe de crampe. Comment, c'est bon. Alors comment ce on soir, il l'explique nous a tués. comment, Il nous Bravo. a tués. comment on l'explique de façon physiologique? L'explication est un peu plus compliquée finalement que le résultat, mais le résultat est probant. Oh, alors là, il m'a. Ah bah là, On là. est scotché. Et celle-là, il l'a même pas mis dans le feed. Tu vois, il l'a fait un peu en Il loose l'a day, sorti. genre, les gars, si je vais vous couper l'herbe sur le pied, Jérôme, t'as tendu ta pousse ce soir, et bah ce soir, c'est moi qui vais te tendre plus court que toi. C'est cornichon. Ce soir, c'est soirée Ce cornichon. soir, c'est cornichon. Ouais. Donc clairement, pour résumer, on mange du cornichon. Non, ça- alors après la question, est-ce que manger du cornichon, du coup, est-ce que Et oui, si tu amènes des cornichons avec toi. Non, trop acide, ça va faire des remontées, c'est pas génial. voilà. Par contre, je pense que ça peut être une bonne stratégie de se trimballer sur les trails avec sa petite topette de jus de cornichon. Ça peut être En note, intéressant. la centrifugeuse. Et ça Ouais. serait bien si on a des retours, tiens. Ah oui, Si, ouais. Pas trop de retour gastrique parce que je pense que la laine ça va être compliqué. Mais Bref. si vous avez la bonne idée d'amener du jus de cornichon, ça serait bien de nous donner un petit peu vos retours Ouais. Donc pour du les coup, premières du compètes. coup sans couper l'herbe sur le pied à Thomas, ce qu'il faut c'est quoi? Déjà c'est s'écouter, écouter son corps et on Et boire boit à sa soif, complètement. On cherche pas à aller au-delà, se dire Non. voilà parce que on voit plein de choses. Buvez 1 litre d'eau par heure. On s'adapte. On écoute son corps et on se fait confiance. Bon, par contre, c'est vrai que sur les ravitaux pour les cyclistes, pensez bien à remplir vos bidons parce qu'on Oui. sait jamais, dans Oui. un col, ça peut être très long. Oui, c'est vrai, des fois. Ouais. Donc, deuxième point, la déshydratation fait partie du sport. La déshydratation, c'est la vie et c'est même souhaitable parce que c'est une bonne adaptation à l'effort. Et troisième point, c'est se dire voilà, certes, d'un point de vue marketing, il faut boire beaucoup en abondance, 5 litres par jour. Non, ça c'est bullshit. On arrête de croire en fait tous les slogans qui vous donnent des guidelines. Je bois toutes les 5 minutes, je bois de plus en plus et au final je risque une hyponatrémie bien plus qu'une déshydratation quand je fais confiance à des gens qui se donnent comme conseil d'acheter leurs produits. Ouf. Et là, il met un sacré pavé dans la Par main, contre, on notre boit copain. quoi? Alors, on boit une boisson isotonique, cher Thomas Blanchet. Cher Maryse. Pour ceux qui étaient pas nés, Maryse, avec Pierre Bellemare. Ça va. Bah, tu Oh, rigoles quand même, ou quoi quand même. Ça a 30 ans l'histoire. Bah oui, mais quand même, Et Marie. les jeunes qui Maryse, nous écoutent, t'as vu merde. tous les jeunes qui nous écoutent? Bon, Maryse, qu'est-ce qu'on boit? Alors, qu'est-ce qu'on boit, Maryse? Une boisson isotonique, bien dosée pour optimiser sa réhydratation pendant l'effort et après l'effort. Pour la modique somme de 599 francs. Jérôme, toi, la boisson isotonique, je pense que ça te parle pas trop. Tu préfères la boisson alcool? Alors, oui, non, mais moi j'aime bien toutes les boissons. Ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez pas d'aigreur d'estomac puisqu'il n'y avait pas de sulfite dans l'eau que vous avez bu. Oui, parce qu'il a pris. Jérôme nous a Il n'y gentiment aura pas de offert. sulfite. Alors pourquoi il n'y a pas de sulfite, Jérôme? Parce que tu bois de l'eau sans sulfite là ce non, soir. parce que tu vois, c'est un vin bio et les vins bio n'ont pas de sulfite. C'est ça, Ah donc, oui, du mais coup- les épicuriens peuvent parler ce soir. Bon, vous avez été au top. On a été complet sur ce J'ai thème. l'impression. Après, bien sûr, on répondra aux questions Oh, mais- plus précises sur les thématiques Et, qu'on et- aura et c'est choisies. souvent comme cela maintenant. Oui, C'est tout à vrai fait. que c'est bien. Vous avez des petits messages perso pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. En plus même des si, photos de jambes rasées, mais on Voilà. a aussi des mais messages. mais pour c'est les vrai qu'on a essayé de rentrer dans le détail. Voilà, l'hydratation, c'est très important. Merci beaucoup pour ce thème. Lors de l'étape numéro 3, bien. Pendant le podcast, vous êtes dit, tiens, il y a un thème Ah oui. qu'on évoquera pour l'étape numéro 4. Eh bien, ce sont les chaussures Oui. avec une plaque carbone. Donc, dans quelques instants, Thomas, Sylvain, vous allez tout nous dire sur les chaussures de compétition. Thomas, Allez, quoi.
Messieurs, chaussures ou pas chaussures? Alors moi perso, je préfère courir pieds nus parce que je suis très en phase avec la nature. Ben voilà, c'est normal. Ouais, puis tu cours tellement bien. Bon, Thomas, lors d'une question d'une auditrice qui se posait beaucoup de questions sur une paire de chaussures d'une copine. Oui, merci. Et elle se posait la question, Vanessa? Ah non, c'était Vanessa. Sophie, Vanessa, je ne sais plus. C'était Vanessa. On s'y c'était perd une de un vos peu. À copines. force, on s'y perd. Alors, pour la petite C'était de vos histoire, copines. on reçoit, là tout de suite, on en est à 10 questions. Là, pour le dernier podcast, on a reçu 10 questions. Donc là, du coup, on peut pas répondre à tout le monde. Mais là, c'était la question de Vanessa. Ouais, Vanessa. Bon, Alors, oui, du coup, en on fait- avait envie de parler plus largement de ces chaussures. synthétiser autour de les chaussures avec la plaque carbone. Vanessa, sa question c'était est-ce que finalement il y a une plus-value de courir avec cette chaussure en lien pour améliorer sa performance ou pour avoir une meilleure récupération. Tu parles trop vite. Et dès qu'on parle de chaussures carbone, t'as vu, il a accéléré. Ça y est, je suis au taquet. Il est à je fond. suis au taquet. vrai. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre actuellement avec les chaussures, alors carbone, on va dire technologiques entre guillemets, on a en fait actuellement la même révolution qu'on a eu il y a quelques temps avec les combinaisons de natation. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans, en fait, on nageait pas en maillot de bain avec des combinaisons shorty, Façon requin. Ouais, un peu, voilà, sa façon requin. Et finalement, il y a eu plein de records du monde, et puis ils ont été battus, puis du coup on s'est posé la question si finalement ça aidait pas trop le nageur, et on est revenu à finalement à Torse-poil. Torse-poil, et surtout à... Jambes rasées. Et oui, d'ailleurs on en avait parlé des poils, pour les nageurs c'est ultra important de pas en avoir. Merci Alain. Alain. Pas Alain Bernard. Ah putain, quelle culture. Et donc du coup, on avait annulé l'ensemble des records du monde en lien avec les combinaisons. Ah, ça a été annulé Et pour oui, de vrai? Ouais, ils ont annulé et d'ailleurs un peu comme ils avaient annulé les records d'haltérophilie. Je sais pas si en gros tout le monde était chargé comme des mulets et ils ont dit bon allez les gars on arrête, on repart à zéro. Ah, les taureaux, vous arrêtez. Ouais, là ils ont dit on arrête. Bon bref, là C'est c'était con pas parce que c'est vrai que les mecs ils avaient des coups qui partaient des oreilles et qui allaient jusqu'aux épaules. Mais du coup, c'est vrai que les combinaisons de natation, on avait globalement, on s'était dit, ouais, c'est peut-être ça aide un peu trop. Et est-ce que ça dénature finalement la discipline? Donc là, en gros, actuellement, on a un peu la même, finalement, c'est la même idée avec ces chaussures un petit peu technologiques. Mais on a l'impression que c'est hyper récent en fait ces chaussures technologiques. Carrément, c'est à quoi? En fait, c'est pas que c'est récent, c'est que la façon dans laquelle c'est communiqué et c'est marketé est récente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chaussures avec une lame à l'intérieur de la semelle, c'est bien plus vieux que ce qui est que 2020. Ah bon? Ouais, au JO de Ciné, faut savoir qu'Adidas. Ciné, c'était en quelle année, Tom Tom? 2000. Ah ouais, parce que tu sais, pour moi j'ai du mal à voir aujourd'hui des mecs qui gagnent des courses qui sont dans les années 2000, ça pique. En 2000, Adidas avait sorti une chaussure avec, c'était, je crois que c'était, je sais pas si, non, c'était Gebre Selassie qui avait fait le marathon avec, et il y avait même Fila avec Tergat qui courait avec une chaussure dans laquelle il y avait une lame en Kevlar. Fila là, tu veux dire les chaussures Fila. Que les jeunes sont, les trucs dégueulasses voilà, là pour l'instant j'ai des défis. N'importe quel ado de courir avec les chaussures qu'il a actuellement. Non mais tu rigoles, les mecs couraient avec ça? Non, mais non, ah bon. Non, ils en avaient d'autres, mais des plus finalement collés finalement avec. Ils avaient senti qu'un petit peu de renvoi, ça pourrait peut-être améliorer. Et du coup, ça peut aider au shopping. Tu vas avec tes filets au shopping et t'envoies du gros toute la journée. Tu fais 10 bon. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi finalement à l'époque ça n'a pas percé? Parce qu'en 2000 on avait des chaussures avec avec cette technologie là et finalement ça n'a pas percé. En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'en gros pour moi il y a deux raisons. La première je pense qu'en fait c'est conjoncturel, à savoir que la mode du running là on est en plein boom. Faut savoir qu'en 70, quand tu faisais du running, t'étais un rebelle. Avec tes Stan Smith? Ouais, avec les Stan Smith, t'étais c'était vraiment. Tu courais vraiment avec des Stan Smith? Non mais moi j'ai 70, j'étais pas né quand même. Non mais si, il paraît mieux, mais pas tant. Bien sûr, les premières. Ah oui. La première chaussure de course, c'était ce qu'on appelait là-bas, c'est Nike de chaussures de running. C'était la Cortez, je sais pas si tu vois. Non, c'était une Nike C'était un petit producteur pour moi, Cortez. c'est peut-être également du cigare. peu. Désolé. Oh, ouais, tu sens l'épicurien. Le mec, il se boit du Rockmout avec des cigares Cortez. Alors, quoi. en 70, t'étais un rebelle parce que à la base, tout le monde courait sur la piste et on a créé des chaussures de running pour faire de la course hors stade. C'était l'époque Spiridon, c'était l'époque où globalement on s'émancipait de du stade. En 2000, c'était ringard complètement. Moi, j'ai fait toute ma scolarité ou toutes mes études en mode ouais, vas-y Forest, c'est super, va courir.
Donc en 2000, c'était trop nul. C'était trop nul. Ouais. Et en 2020, concrètement, si tu cours pas, bah t'as raté ta vie, quoi. Ah ben, mince. Jérôme, toi qui es très connecté. Mais je viens de m'apercevoir que je suis en train de rater ma vie. Alors. Non, mais c'est vrai que moi, parce que même en forme, j'aimais pas courir. Alors j'avais pas envie de réussir ma vie. Moi, je suis complètement à l'aise avec. Non, mais cette dictature de la course à pied, c'est une obligation, c'est un guide de vie. Bah non, mais moi, je vous rassure, je discute beaucoup plus avec des gens qui vivent la course à pied de façon épisodique, temporaire, qu'avec des aficionados qui pensent que globalement ceux qui courent pas, et ben globalement c'est des peintres. C'est des peintres et ils vont mourir. Donc non, c'est pas grave finalement de ne pas courir. Tu connais du beau monde toi quand même. Oui, moi ils vont gagner déjà ça. Parce que courir et beaucoup courir, on se fait aussi un petit peu mal aux genoux. Mais il y a pas je sais pas. Ce que je dis, alors les genoux, oulala, alors ça. Quand je dis les genoux, t'es en train de parler au suiveur de vie là, s'il te plaît. Le genou du coureur, on y reviendra peut-être dans une thématique, mais clairement il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de poison. La course à pied c'est pas un poison. Le poison, c'est la dose. C'est d'en abuser. C'est la dose. Oui, c'est d'en abuser. Et du coup, moi j'avais une question, clairement, c'est que tu dis oui, avant 2000, on courait avec des Stan Smith. Après 2000, qu'est-ce qui s'est passé ? Après 2000, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a amélioré. Alors, la première raison, on a amélioré quand même drastiquement les chaussures. Il faut savoir que les chaussures actuellement, qui amortissent un petit peu, elles ont fait une cure d'amaigrissement de malade. Mais ce qui est marrant... Comme Jérôme. Non, oui. Parce que depuis qu'il a créé son compte Strava et qu'il va chercher le pain avec... J'ai fondu. Et il y a un post cette semaine qui va tomber. C'est vrai. Je fonds. C'est vrai. Et alors, là, le truc le plus important, c'est finalement, c'est pas cette lame carbone, c'est d'intégrer cette lame carbone dans une mousse. Et c'est là la révolution. C'est ce qu'on appelle la mousse Pebax. La mousse Pebax, en fait, c'est ce couple lame plus mousse qui donne un certain renvoi et qui fait le renvoi plus la légèreté. Donc vous avez une chaussure hyper légère qui a du renvoi et c'est ce couple-là qui a fait que globalement maintenant, actuellement, la chaussure elle est entre guillemets elle est efficace avec ce renvoi-là. Ouais, mais clairement, moi qui regarde les jambes rasées, si tu veux, moi je vois tous les mecs qui sont là à dire ouais la chaussure carbone c'est beau, c'est magnifique, j'ai amélioré mon temps de 3 secondes. Est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt ou c'est juste placebo et de se dire voilà j'ai une chaussure qui permet de rebondir? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, si on avait parlé davantage de la mousse plutôt que de la lame, c'était un peu moins vendeur. C'est là où ils sont très très bons, Nike. Ah, c'est du marketing. Ah oui, Nike, c'est là où c'est des tueurs de malades. C'est-à-dire Nike, quand ils veulent faire passer un message dans la tête des gens, dire que le gars il a battu le record du monde, le record du monde, faux. Ah oui. Pas bien. Allez. Pas bien. Flagelle-toi. Non, la meilleure performance sur marathon dans des conditions complètement, on va dire. Je me souviens du podcast avec Thomas qui disait oui, avec la Tesla, avec le panneau qui indiquait le temps de 3 mètres carrés. Et bon, donc du coup, ils ont réussi à faire passer le message comme quoi finalement il a battu le record grâce à ses chaussures. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'heure actuelle, il est quand même la personne qui amène l'argument comme quoi la chaussure carbone n'améliore pas la performance, et il y en a de moins en moins. Clairement, de façon empirique, on est clairement effectivement, il y a un gain. Ce gain, il serait où ? Il serait globalement beaucoup plus intéressant sur ce qu'on appellerait l'économie de course. C'est-à-dire que ça vous fait pas courir plus vite, mais ça vous permet finalement de supporter et d'aider la structure à supporter davantage le fil du temps et les kilomètres qui passent. Ça permet de moins taper dans les réserves, c'est ça ? Alors pas forcément les réserves, mais finalement de maintenir, comme finalement un cycliste qui aura un bon coup de pédale, et finalement il est économique. Coup de pédale, on y revient. Un coup de pédale efficace, et la chaussure finalement va aider finalement à améliorer ce qu'on appelle ce running economy. Mais pour le coup, ça conviendrait pas finalement à tout le monde. Ça conviendra surtout, je dirais, qu'aux coureurs autour des 35 minutes aux 10 km. 35 minutes, vous avez une foulée qui est pas dégueu, et finalement, je pense que la chaussure avec la lame va vous aider finalement à maintenir cette vitesse un peu plus longtemps. Alors tu parles d'aide, est-ce que c'est considéré comme triche, dopage technologique, parce que c'est assez subtil hein. En parlant de lame, tu vois, c'est assez... mais ce qui est marrant, c'est que finalement là on se pose la question, là actuellement la plupart des records du monde sont battus avec
une chaussure soi-disant avec aide technologique. Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que alors, quand on a fait finalement le passage de la piste cendrée à la piste tartan, on s'est pas dit. Attends, excuse-moi. Parce que moi je suis pas un coureur à pied. Michel Jazzy ? Non, mais demandez à Jérôme. Piste cendrée, Jérôme. Alors, c'est pas une galinette. La piste cendrée, je pense que c'est comme les terrains de foot, c'est ce qu'on appelait du scorie. Tout à fait, voilà. Tu vois ? Et la piste. D'ailleurs, en parlant de piste. C'est dommage qu'on me voit pas à l'image là, parce que j'ai des yeux, mais comme Nemo. Mais oui, mais piste cendrée. Tu sais, avant, on jouait sur du scorie. Et voilà. Et quand c'est tu quoi, jouais c'est sur du tuf ? Bah, c'était du gravier. Ouais, c'est du petit caillou. Ouais. Du petit caillou. Du petit caillou. Tu jouais sur une pelouse. Stabilisé. Voilà, c'est du stabilisé. Voilà, c'est du scorie stabilisé. Et tu jouais sur les pelouses, vraiment, quand c'était des gros matchs ou de belles équipes. Exactement. Ça, c'était pour les jeunes, quand on était cadet, junior. Et donc, quand on a fait ce passage, nous, cendré, tartan, bah, on n'avait pas dit, ouais, mais en fait, le tartan, il aide vachement. Bah oui, si, ça aide. Effectivement, en fait, ça aide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, moi, ce qui me dérange un peu par rapport finalement à cette chaussure, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment une égalité face au choix du matériel. Et ça me gêne un petit peu parce que finalement, quand vous êtes sponsor par une marque qui ne propose pas de chaussures avec une lame carbone, bah, finalement, vous êtes un peu démunis. Et même si, alors les études, elles vous feront pas gagner un truc, il y a les Nike 4%, elles font pas gagner 4%, c'est un peu, on est plutôt vers les 2 quelque chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, psychologiquement, le gars qui a pas cette chaussure là, il a l'impression déjà que ça va être une course de misère parce que c'est comme toi, Jérôme, dans l'autre bille, les mecs qui ont des crampons lestés, quoi. Oui, alors moi j'allais rebondir. Bon, je rappelle que je suis quand même stéphanois à la base, et quand tu es à Saint-Étienne, il l'a placé ce soir, il l'a placé. Tu joues au football et nous, le top du top, et ça reste encore une chaussure extraordinaire, c'est la Copa Mondiale, qui était la pantoufle du footballeur. Alors tu peux m'expliquer, parce que moi j'ai aucune culture dans le sport collectif. C'était une chaussure avec un cuir noir, avec les 3 bandes blanches, puisque c'était Adidas, avec une semelle blanche et des petits crampons en plastique, donc c'était des moulés. Un fameux crampon moulé. Et c'était des pantoufles. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu vois l'épaisseur des chaussures de foot actuelles, où c'est pratiquement un petit tissu qui est sur les pieds, je pense qu'en football, l'évolution en 40 ans, elle n'a pas été aussi vite et aussi forte que la course à pied. Du coup, tu peux jouer avec des Copas mondiales actuellement, tu mets Neymar ou Mbappé avec des Copas mondiales, ils vont être aussi bons. Alors, pourquoi dans le foot, alors moi je pose un pavé dans la main, là je pense pourquoi dans le foot on vient pas à mettre la semelle carbone? Bah, elle y est la semelle. Ah, tu veux dire pourquoi dans le renvoi? Parce que pourquoi on leur met pas une semelle comme les marathoniens? Parce qu'eux ils ont besoin de tonicité. Oui, mais est-ce que sur l'herbe ça fonctionnerait? Oui, mais en fait on pourrait l'intégrer finalement dans la semelle, mais parce que tu m'as pas très bien suivi. Il y a la fameuse mousse. Ouais. Du coup, si Thomas il la boit pas la mousse, il aime pas ça. Bah, du coup nous avec Jérôme on la prendrait. Hein. Voilà. Et il joue pas tout le temps en moulé. On joue aussi avec des crampons vissés quand tu joues sur des. Alors, parce que ça peut être un sujet. Est-ce qu'on fait bien mouler le matin ou pas? Voilà. Donc. mais voilà. Mais c'est pourquoi pas. Il faut peut-être réfléchir et creuser. Mais là, sur la chaussure, je dirais que moi ce qui me dérange, c'est quand finalement tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité au départ de la course. Après, moi je suis pas du tout contre les améliorations technologiques. Bien au-delà, je suis contre les améliorations qui finalement dénaturent un petit peu, on va dire, l'origine même de la discipline. En vélo, c'est beaucoup plus dans les mœurs finalement de jouer sur des petits paramètres matériels et ainsi de suite, en restant dans les règles. Mais globalement, on est, enfin. Au moins pour le matériel. Mais... Laure Blanchet, je dirais un gros mot. Qu'est-ce qu'il est casse-pied ce mec-là, mais j'en peux plus de lui. Voilà, mais du coup pour le matériel, c'est vrai qu'ils sont. Mais effectivement, alors après, bon, on y reviendra sur la position. C'est quoi, Moglic. Oui, mais là aussi, vous pourrez rentrer. Mais là pas aujourd'hui. Et toi, Jérôme, est-ce que tu crois qu'avec cette chaussure carbone, est-ce que tu penses déjà que pour aller chercher ton pain, tu mettrais 2 minutes de moins? Peut-être. Ouais. Peut-être. Ce sera peut-être plus confort, je ne sais pas. Non. En fait, le problème qu'il va y avoir, c'est que ces chaussures-là, elles vont optimiser une foulée qui est déjà un petit peu installée et qui est déjà optimisée. En gros, vous avez une bonne foulée, vous prenez ces chaussures-là, elles vont finalement optimiser votre running economy, mais elle va pas vous améliorer votre vitesse de course de base. Donc en fait, grosso modo, tu vas pas passer. Enfin, moi, je parle en kilomètre heure, hein, parce que c'est quoi, c'est
le nombre de minutes au kilomètre en course à pied, Oui, c'est l'échelle. voilà, Mais tu dis, tu vas pas passer de 12 à 17 km/h. Non, bah en gros, si on parle de si vous passez de 3,50 à 3,45, ouais, ça peut jouer, on est dans ces proportions maximum. Mais concrètement, il va falloir avoir déjà une foulée un peu établie. Quand vous courez à 5,30 au kilo et que vous mettez ces chaussures-là, vous n'allez pas passer à 5,20. Donc faut avoir déjà en fait une qualité gestuelle qui va permettre finalement de bénéficier des avantages de cette chaussure-là. Donc avoir du pied. Avoir du pied, mais c'est comme dans toutes les disciplines. À un moment donné, la base, c'est quand même d'avoir des habiletés techniques et d'avoir suffisamment vécu dans la discipline pour finalement avoir entre guillemets un statut entre guillemets d'expert. Oh, il l'a placé celui-là. Oui, Expert oui. là, ça. Bon, Expert de la foulée. C'est une belle expertise sur les chaussures. Tout à Alors, fait. du ce coup, soir. pour débuter, clairement, est-ce que ça c'est. Non, mais pour débuter, moi je prendrais une chaussure dans laquelle. Supinateur. Non, mais alors ça, on s'en branle. Comment il parle mal, leur Supinateur. marché. Il a le droit, à cette heure-ci de la Pronateur, journée, il a le ça droit. c'est pareil. Ça pour le coup, c'est clairement. Moi, parler c'est la de ça. première chose qu'on m'a dit quand je suis Voilà. arrivé dans le magasin. Et alors- Vous êtes supinateur ou pronateur? Là, on est sur. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Là, on est sur du conseil boomer. C'est-à-dire que là, Oh. c'est du conseil de 1970 où en fait, finalement, on s'en fout. C'est une particularité anatomique. Cette particularité anatomique, elle peut pas être reliée à avoir un besoin de correction en lien avec une éventuelle risque augmenté de blessure. D'accord. Ok. Donc, vous êtes supinateur, bah c'est bien. Vous êtes blond aussi, c'est bien. Mais en fait, on va pas vous teindre parce que c'est mieux d'être brun parce que pour la course à pied. Donc, Ah oui. donc concrètement, non. On T'as corrige compris, toi, pas un derrière ton- défaut. Derrière ton podcast, un Non. peu? Comment qui t'a calmé, leur blanchet? Pour la course à pied, on part pour apprendre à courir, tout du moins on part avec les chaussures qui sont ce qu'on appellerait avec un indice minimaliste relativement élevé parce qu'on va avoir un travail de bonne qualité de pied. Et c'est une fois qu'on aura cette qualité de pied qu'on pourra finalement utiliser être un peu plus polyvalent dans son choix de chaussures. Donc, ce qui te caractérise, c'est la douceur. Donc, il faut y aller en douceur. Tout à fait, toujours. De la douceur. Merci, merci messieurs pour ce thème sur les chaussures, c'est très important. Bah, Très ça fait important. partie des fondamentaux parce que qu'est-ce qui vous relie au tu sol? l'as dit, Tout à fait. Et puis il y a de la déco, on choisit après les bonnes mais chaussures ou pas. la- Enfin, Moi, pour j'aime ça. bien les chaussures orange. La couleur. ou rose, ou rose. C'est vrai que le ton pull. rose, alors voilà. Comme ton Le- pull. Non, mais qu'on arrête de dire que le rose, ça ne va pas aux garçons. C'est quoi. sûr. Mais je suis content que ce Bon, dernière ligne droite, messieurs, donc terminé pour ces deux premiers thèmes. Alors on rappelle que si vous êtes du côté d'Apple Podcast, eh bien n'hésitez pas à commenter, même à poser plein de questions. Les commentaires sont très sympas et à poser si vous le désirez. Les 5 étoiles. Dernière ligne droite, puisque nous allons enchaîner avec l'actu chaude. Nous aurons également les 3 questions, auditeurs et auditrices. Et ensuite, on enchaînera avec le mot de la fin. Messieurs, vous êtes prêts? Jingle, et on va passer à l'actu chaude. Messieurs, votre actu chaude. Alors là, je commence. Ça dérange pas vas-y, comme ça. commence. Et le seigneur Laure Blanchet aime bien qu'on commence Ouais, par lui. vas-y, Alors du vas-y. coup, on change un peu. ce Sylvain, soir. à toi. Alors moi, je voulais parler juste d'une attitude. Bon nombre d'entre vous étaient sur Paris-Nice, enfin ont vu Paris-Nice. Ah, il n'y a pas beaucoup qui étaient dessus, par contre, il n'y avait personne. Ah là, c'est vrai qu'au niveau C'était- spectateur, c'est c'était- un peu tempête. Mais bon, quoi qu'il advienne, ça reste une belle course avec un très beau vainqueur. Moi, ce que je voulais rebondir, voilà, c'était sur un petit peu ce qui s'est passé avec Roglic, qui a gagné l'avant-dernière étape. Et manque de bol. En fait, il se trouve qu'il gagne l'étape. En fait, en passant celui qui devait gagner l'étape à 30 mètres de la ligne, voilà, le jeune Madère, c'est un petit Suisse de l'équipe de Bahreïn. Et bon, il fait son attaque, il avait le maillot jaune sur les épaules, donc quoi qu'il advienne, il avait gagné la course, parce que le lendemain, c'était tranquille. Et en fait, il passe celui qui a bossé le plus, entre guillemets, qui était dans l'échappée, qui a trimé, il le passe à 30 mètres de la ligne. Et là, tu te dis, mon gars, là, t'es pas fair play. À la grande époque du vélo, Non, ou même... Si, fair play, mais c'est pas senior, quoi. C'est pas. Non, il est pas fair play. Fair play, tu laisses gagner, point barre. T'as un maillot jaune, t'as la course gagnée. C'est vrai. T'es plus fort que tout le monde, t'as Ouais, course c'est gagnée. c'est fait. Et je veux dire, il n'y a pas de raison de. Est-ce qu'il de l'a dire- fait pour la prime? Alors, il faut savoir que les primes sont pas énormes. hein. En plus. Non, mais il faut. En plus. Alors, je reviens, mais les primes sont divisées par le nombre de personnes que vous avez dans l'équipe. Salariés, c'est-à-dire secrétaire, comptable et tout et tout. Donc, vous dites, ben, on divise 5000 par 50.
Vous qui êtes bon en calcul, combien ça fait? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, pareil. Voilà. Donc, vous dites, c'est pas énorme. Bon, après, multiplié par le nombre de courses, ça fait des sous, mais c'est vrai. Bref. Donc, ce qui se passe, c'est que. Ils gagnent pas leur respect en faisant ça. Non, alors, c'est vrai que le soir, ça a bien buzzé sur Internet. Et le lendemain, ironie du sort, on va dire, le karma a bien travaillé. Et je sais de quoi parle. Le mec tombe. Il tombe. Ouais. À 20 bandes de l'arrivée. Et là, tu te dis pas de bol. Normalement, il faut savoir qu'il y a un maillot jaune. Quand il s'arrête de pisser. Un maillot jaune. Un maillot jaune, oui. Parce qu'il est un peu spangouin, Laurent Blanchet. Quand il y a chute du maillot jaune ou grosse crevaison, le peloton s'arrête, voilà, par respect pour lui et le travail qu'il a fourni durant l'épreuve, ça ralentit. Et là, il se trouve que lorsqu'il a eu sa chute, excuse-moi, j'espère que ça ne sature pas, tout le monde s'est mis à rouler pour dire écoute, bonhomme, ce que tu as fait hier soir, c'est pas cool. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. Et t'imagines quand même que celui qui gagne est de 97. Madère, 97. Ça me fait mal quand j'entends ça. Un an. Il avait un an quand Zidou il a fait les deux têtes au final. Non, c'était 98. Oui, donc il avait un an. Il avait un an. Ah oui, bébé. C'est vrai que le calcul mental, c'est mon fort. C'est pas bon. Hein. Et tu te dis là, mon gars, et là, quand j'ai vu, il y avait Cofidis notamment qui roulait. Après sa chute, il est resté à 1,30 en carafe. Et là, les speakers ont dit voilà, c'est tout. C'est le karma. T'as pas été réglo la veille. Tu l'as payé la main parce qu'il devait gagner la course à la main. Voilà, donc ça, c'était un petit peu. Lui, il a jamais trop de bol quand même. Déjà, il porte pas son cas sur la tête. Ah, puis il perd le Tour de France. La veille. Ouais, la veille. La planche des belles filles. Ouais, lui, quand même. Moi, j'avais dit qu'il gagnerait pas le tour et que ce serait Pogacar qui gagnerait. Oh. Ah si. Et je l'avais annoncé 10 jours avant. Tu avais joué? Oui, j'avais joué. Et t'as gagné? J'ai gagné à vélo. Non, mais Roglic, quand même, ça fait partie des gars, vous savez, dans les sorties vélo, le gars, il vient. Vous êtes sûr qu'il faut l'avoir dans l'échappée parce que s'il y a une crevaison, c'est lui qui va la faire. S'il y a un trou de poule, c'est lui qui va le prendre. Il va prendre la tâche de gasoil dans le rond-point. Vous êtes sûr, il y en a toujours un. C'est le bon copain à avoir. Ouais, c'est le bon copain. Lui, il lui faut l'avoir. Un bon compagnon. Un trou de poule. Alors Thomas nous expliquera ce que c'est plus tard qu'un trou de poule. Là. Oh là là. Bon Thomas, et toi, du coup, moi, mon actu chaude actuellement, c'est ce qu'on appellerait les courses off. C'est-à-dire que quand on dit, avant on disait je fais des off. Donc les off c'était quoi? C'est quoi les off? Les off, c'est-à-dire que tu fais le parcours de la course. En condition pas de course, avec des potes, tu t'arrêtes, machin, mais tu fais la traversée. La trace, quoi. La trace. Et tu la mets sur Strava ou pas? Et oui, tu peux la mettre sur Strava, machin. Mais alors maintenant, il y a, comme on n'a plus de course, on n'a plus rien, il y a une espèce de, comme au temps de la prohibition, il y a des courses qui se montent, des courses un peu en off. Clandestines. Des courses clandestines. Vous êtes comme les restaurants. Et t'as vu ce que ça fait là avec l'antiquaire là? Et vous êtes en train de foutre d'un sacré pagaille. On n'a pas encore mis de ministre au départ, mais dans les courses off. Elle est où Roselyne? Alors, mais Roselyne, c'est pas loin. Culture. Mais du coup, oui, les courses off, ça se développe. Mais ça se développe pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que, oui, là, à un moment donné, on arrive à un espèce de système où c'est le serpent qui se mange la queue. On fait pas de regroupement. Pardon. Le serpent qui se mange la queue. Mais comment tu sors ça alors? Parce que on a créé un système qui fait que finalement, maintenant, on arrive au bout du système. On fait pas de course, on fait pas de regroupement. Les gens, ils s'organisent. Et donc ils s'organisent. Voilà, ils s'organisent. Et le problème, ils s'organisent dans les restaurants, ils s'organisent pour essayer de continuer à vivre. Ça nous manque les restos, les gars. Oui. Et puis bon voilà. Alors moi, je suis pas un aficionados des quatre épingles, mais à un moment donné, oui, pour les jeunes, je trouve que là, on est en train de sacrifier une génération. On est en train de sacrifier complètement finalement des gens qui auraient pu avoir des carrières dans des disciplines qui actuellement sont complètement à l'arrêt. Donc les courses off, moi, j'ai pas honte de dire que je suis pour quand même, parce que finalement, je trouve que en gardant du bon sens, en gardant des... Le virus va pas circuler. Oui, parce qu'à un moment donné, faire un regroupement de 15 personnes, de gens asymptomatiques, je suis désolé, à un moment donné, on regarde les gestes barrières, on se tire la bourre pendant une demi-heure à 15 avec des gens asymptomatiques au départ, versus je fais mes courses à Leclerc avec, en toussant sur les fruits et légumes, ouais. Donc à un moment donné, voilà. Donc les courses off, je dis que voilà, on reste intelligent, on reste à un moment donné, si on n'abuse pas, oui, ça reste quand même finalement une adaptation du système. Il n'y a pas eu de cluster encore dans les... Non, on le saurait. Non, on est loin. Mais ça marche que dans la course à pied parce que dans le vélo, ça va trop vite. C'est sûr. Non, ils sont pas assez malins pour s'organiser. On continue avec l'actu chaude? L'actu chaude, oui, j'en avais un autre. C'était, alors ça a mis un
pavé dans la mare, c'est Björn Deli. Alors Björn Deli, bon, c'est un skieur de fond. C'est un skieur de fond. Ça a été. C'est vrai en plus. De toute façon, tous les mecs qui s'appellent Björn, c'est soit ils chantent, soit ils vont au ski de fond, les gars. Ou ils jouent du tennis, au tennis. C'est qui en tennis Björn Borg. Oh là 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 là. Et la culture générale de notre galop national, c'est le Jean-Paul Olivier du vélo. T'as quand même un grand champion. Et donc, Björn Deli, il a dit quoi? Il a dit qu'en fait, alors allez, c'est fou parce que lui, quand même, c'est un Scandinave pure souche. Il a quand même dit que lui, il pensait que le style classique, vous savez, quand ski de fond, il y a deux styles. Hein. Bah explique, parce que là on le voit pas là. Le ski de fond, donc ça c'est le ski qu'on faisait à l'école. Mais il te voit pas l'image, Thomas. Ah oui, c'est vrai qu'on voit pas les mains. Les deux pieds parallèles. Et après, comme mes mères. Voilà. Et après on a le skating. Et ben le skating c'est comme un roller. Comme un roller. Le biathlon, Martin Fourcade il était en skating, ainsi de suite. Il dit que le ski classique, ça devrait être abandonné au profit d'un style unique qui serait le skating. Donc là, c'est un espèce de méga pavé dans la mare, parce que pour lui, il trouve que c'est pas que ça dénature la discipline, mais c'est un surcoût. Ça fait plusieurs épreuves, ainsi de suite. Donc ça fait un surcoût d'organisation. Et ça, c'est juste énorme en termes de finalement de vision du sport, parce que c'est quelqu'un qui a marqué sa discipline. Et au final, on se rend compte que même des disciplines qui sont finalement historiques, ça peut nécessiter une certaine évolution, une certaine vision différente, une certaine adaptation des règles. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ce genre de débat, même sur des disciplines où finalement, pour le coup, on se serait mis à des années-lumière de se dire on va un jour discuter de l'avenir et éventuellement l'éradication du ski classique. Ça va loin. Tout à fait. Messieurs, merci pour l'actu chaude. Eh bien, c'est le moment d'écouter les questions. Auditrices et auditeurs, on a été obligé de faire un choix. Tu le disais tout à l'heure, Sylvain. Choisir, c'est renoncer. Oui, mais préféré. 10, ça fait beaucoup déjà qu'on. On va passer aux questions de nos auditrices et auditeurs. Jingle. Messieurs, nous allons débuter avec Cathy. Cathy, c'est à toi. Bonjour, je suis Cathy, je fais du vélo de temps en temps et on me dit souvent que j'ai la soquette légère et je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que vous pourriez m'aider? Merci. Sylvain, je crois que tu as envie de répondre à Cathy. Oui, parce que ça, c'est une expression une expression du cycliste, pas du coureur à pied. Les coureurs à pied. Si, on le fait, si, pareil. Il y a la soquette légère. Attends, on court pas avec des sabots. Vous courez avec des chaussures carbone. Alors nous aussi, nous avons des semelles carbone. Secourir. Non, j'ai dit n'importe quoi. Courir. Non. Faire du vélo, avoir la soquette légère, c'est très simple. Et je pense que tout le monde. Toi qui parles beaucoup avec des images, avoir une soquette légère, direct, ça impacte dans ton cerveau. On sent que ça remonte vite. Ouais. Tu vois, ça veut dire, t'as un coup de pédale très fluide, il y a une belle attaque du talon. Alors, avoir du talon, ça veut dire que tu as le talon qui descend sous l'axe de la pédale, ok. Ouais. Et après, une belle remontée. Est-ce que c'était ton style? Alors, moi, en fait, j'ai un style très soquette légère. Ouais, d'accord. Non, alors, le mec a le boulard. Non, c'est simplement. Voilà, vous avez une belle attaque du talon et une belle remontée de pied. En fait, vous avez une cheville qui est très mobile. Le kiné pourra parler là-dessus. Alors, c'est intéressant que tu parles de la cheville attaque-talon. Vous voyez que pourquoi, finalement, on se rend compte que globalement, presque un peu la course à pied et le vélo sont complètement antinomiques. Parce que autant en course à pied, il faut avoir justement... On évite d'avoir une attaque-talon franche. On a ce qu'on appelle éventuellement un talon subtil. Et on a une cheville raide à l'appui, avec rigide, qui vient finalement être contrôlé, va dire, sur le passage du centre de masse au-dessus de l'axe. Alors qu'en vélo, finalement, oui, justement, on a, et c'est malheureusement le problème de beaucoup de coureurs à pied qui passent au vélo, ils ont justement cette cheville un peu raide. C'est pour ça que c'est un débat. Un cycliste qui vient à la course à pied sera un très bon coureur. Par contre, un coureur à pied, et je vais pas citer le mec qui est à côté de moi, mais je peux vous dire que dans des montées, ça fait pas des gros monteurs de col. Mais par contre, le cycliste qui court vite, alors le dernier qui a essayé de faire courir vite, c'est comment il s'appelle là, tu sais, le gars qui avait fait son record du monde de 5 km là. Tu sais, ça me parle pas, ça allait passer vite. L'anglais. Puglic. Ah non, Roglic, non. Non, pas Roglic. Putain, il fait du cyclocross. Wout van Aert. Non, putain. Bon, vous le retrouverez. Voilà, super. Prochaine émission. Bon, il s'est fait tacler de tous les côtés. Bref, bon, vas-y. Ah oui, sur un 5 km, mais sur un cross.
Non, c'était un truc, tu le vois, il s'est fait filmer, t'as l'impression qu'il est à 3,30 au kilo, il annonce son truc, il a fait 5 km, il dit ah ouais. Ils sont bien tous les deux. Ils sont bien. Bon, est-ce qu'on a terminé sur la première question ou pas voilà, ça veut dire avoir un beau coup de savate, voilà, t'es léger, t'es subtil, t'es beau. Vaut mieux avoir la soquette légère et pas aller vite qu'avoir un mauvais coup de pédale et aller vite. Tout à fait, je suis d'accord, le style. Bon, on va retrouver maintenant Jean-Luc, je crois qu'il va nous parler de douche. Allez Jean-Luc, c'est à toi. Bonjour, c'est Jean-Luc, je suis passionné de vélo, mais quand je prends une douche, j'ai l'impression que je perds un peu mon énergie. Une douche froide, ça aide vraiment à récupérer ? Thomas. Oui, la douche, déjà c'est important de se doucher à la fin, plutôt qu'au début. Pourquoi ? Attends, ça c'est vrai ? Oui, c'est... Tiens, on pense que se doucher chaud le soir aide à dormir. Faux. Préjugé. Ça excite. Tout à fait. Ça excite. La chaleur excite alors que la douche froide endort. Thomas, à toi. C'est là, on l'avait pas préparé. Ah non. Mais la douche froide. Alors oui, la douche froide, effectivement, faut des fois se dire, c'est pas parce que intellectuellement ou d'un point de vue sensitif, on a l'impression que ça nous fait du bien que d'un point de vue physiologique, on a des effets intéressants. Même, je dirais que c'est presque un peu contre-productif. Pourquoi ? Parce que quand on prend une douche, le but, c'est quoi ? Finalement, c'est de calmer une espèce d'inflammation tissulaire. Cette inflammation tissulaire, c'est le premier stade de l'adaptation tissulaire. Donc, allez, coûte que coûte, contre finalement cette inflammation tissulaire, finalement, vous perdez les avantages de vous être entraîné et de jouer un petit peu sur cette adaptation en lien avec une espèce de petite inflammation. Pour autant, je suis complètement d'accord avec Jean-Luc que quand on prend une douche froide, effectivement, c'est agréable et ça fait du bien. Maintenant, les études ont montré que normalement l'optimisation de la récupération par le froid, c'était en dessous du degré. Ouais, déjà. Mais l'optimisation, ça veut dire quoi l'optimisation ? C'est l'optimisation de la récupération, oui. Après, il faut savoir pourquoi tu récupères. Autant ça peut être intéressant de faire de la récupération, et on pourra peut-être éventuellement à un moment donné avoir ce débat autour de la glace. Et justement, dans le whisky pour Jérôme. La glace, du froid dans le sport, ainsi de suite, la cryo corps entier, ainsi de suite. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi je le fais. Si c'est dans un but finalement de récupérer, si vous récupérez en bloquant le processus adaptatif pour améliorer les tissus, c'est contre-productif. Si vous récupérez pour éventuellement éviter cette espèce de cascade inflammatoire parce que vous avez une manche le matin, vous avez de nouveau une manche le soir et de nouveau un match le lendemain, ça peut être intéressant pour finalement pour protéger finalement ces tissus. Mais si vous essayez de les améliorer, clairement c'est contre-productif. Jean-Luc, merci pour cette question. On va passer à la troisième et dernière question de notre auditrice. Eh bien, c'est Marion qui va poser une question à Sylvain. Bonjour à toute l'équipe, j'avais une petite question. Je voulais savoir si on pouvait rouler avec des bouchons de valve. Voilà, merci pour la réponse et puis surtout continuez comme ça, vous êtes géniaux. Merci Marion pour cette question. Alors Marion, oui c'est vrai. Moi je vois quand même pas mal de cyclos autour de moi, enfin de cyclistes en général, filles et garçons parce qu'on ne va pas stigmatiser, qui mettent leurs petits bouchons de valve sur les valves. Alors sachez, mesdames et messieurs, que c'est interdit. Ces bouchons de valve. Comment on reconnaît un cycliste d'un non-cycliste ? Le non-cycliste met ses bouchons de valve sur ses valves parce qu'il dit si je mets mon bouchon de valve, la chambrière ne va pas fuir. Faux. En fait, si vous fermez bien votre bouchon de valve correctement, il n'y a pas besoin de bouchon. Voilà. Et puis souvent c'est les mêmes qui, vous savez, ils ont les pneus avec les petits picots. Tellement qu'il roule peu. Voilà, Jérôme, il faut qu'on invente le vélo de Jérôme. Est-ce qu'il a du picot sur J'ai pas de vélo. Jérôme use les picots des chaussures. Voilà, oui, non, en fait, c'est vrai que ça fait blaireau. Mais t'es comme ça toi. Non mais voilà. Mais c'est le style. Voilà, c'est le style. Donc franchement maintenant, enlevez vos petits bouchons de valve et vous verrez si vous fermez correctement votre valve, il n'y aura pas de souci. Vous ne perdrez pas d'oxygène. On passe sur la bande réfléchissante sur les roues. Oui, la bande réfléchissante, tu sais comment ça s'appelle ? Non. Il a un trou. Ouais, pareil. Là aussi, non, ça y est, c'est les catadiopes. Ah ouais. Eh oui, les catadiopes. Voilà. Ah ouais, c'est beau ça. Alors, et ça, je vous jure, c'est vrai, c'est pas comme la Hollande l'autre fois. L'autre fois, j'étais bien sur 14 millions de vélos. Ça aura fait parler. Merci les amis. Le jeu, on vous en parlera bien évidemment la semaine prochaine, puisque le rythme, c'est le podcast. Et la semaine suivante, on vous met en place le jeu sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook. Messieurs, vous avez été parfaits. Merci. On a été long la
là cette fois là. Non, je pense qu'on a été aussi long ou aussi court, tout dépend. Alors, j'ai que le mois dernier. L'argument pourquoi c'est plus long, les jours rallongent. Le concept, c'est un podcast pour un footing. Voilà. Donc le footing, vous pouvez l'allonger tout doucement parce que le jour rallonge. Donc on a rallonge. Et puis on le garde dans les oreilles pendant la récupération. Exactement. On finit dans la voiture tranquillement. Ou dans ton bain à 8 degrés. Ou dans ta douche froide. Fais gaffe de pas faire comme Claude François. Oui, pas de sèche-cheveux à côté de. Et je me demande. Ils sont partis. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci pour cet épisode, cette étape numéro 4 de la bande plein les oreilles. Est-ce qu'on a des thèmes pour le. Oui, on en a discuté avec mon comparse. Alors, j'étais pas là. Mais si, on a dit qu'on parlerait récupération. Ah oui, d'accord. On a dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce qui améliore finalement la récupération. Est-ce que se faire péter la paillasse, ça fait partie de la récupération? On peut en reparler. On en reparlera. Okay. Vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en message audio, comme l'ont fait bien Jean-Luc, Marion et Cathy pour ce mois, pour cette étape. Et il est temps, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous dire au mois prochain, de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On le rappelle, YouTube, Facebook, Instagram et également toutes les plateformes podcast. Messieurs, bonne soirée. Merci Jérôme. Bon retour à vous, bonne course, régalez-vous, continuez à faire du sport, à vous faire plaisir et à écouter de la bande plein les oreilles. Allez, au mois prochain pour la prochaine étape. Bye bye. Dans un mois. Ouais. Faut falloir durer, c'est long. Ah ouais. Parce que n'empêche, t'as vu, on en reçoit des messages. Bon allez, on arrête. On ne finit jamais. Allez, on vous embrasse, à très vite. Bye bye.